Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas à même d'être avec vous à cause d'autres obligations. Cependant, j'aimerais passer un peu de temps avec vous grâce aux moyens que met à notre disposition la technologie. Donc, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce temps comme si nous étions ensemble aujourd'hui. Comme cela est écrit dans le syllabus, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'éthos, de la nécessité de soigner votre personnalité. Vous pouvez vous rendre dans vos textes polycopiés à la page 21. Soignez votre personnalité, l'éthos. Comme vous le savez, Aristote considérait l'éthos comme l'un des trois grands types d'arguments dont dispose l'orateur. Vous vous souvenez du pathos, qui consiste à jouer sur les émotions de l'auditoire en vue de le porter à agir. Vous vous souvenez également du logos, c'est-à-dire l'utilisation d'arguments raisonnés pouvant porter l'auditeur à accepter le raisonnement, l'argument de l'orateur. L'un des autres arguments, et non des moindres, c'est l'éthos. Aristote considérait l'éthos comme l'un des trois grands types d'arguments dont dispose l'orateur. L'éthos, c'est tout ce qui, en la personne de l'orateur, porte son auditoire à l'accepter. Et c'est plus ou moins évident, parce que si l'orateur n'inspire pas confiance à son auditoire, quelque beau, quelque inspirant que puisse être son message, l'auditoire aura du mal à l'accepter. Parce qu'avant d'accepter le message, l'auditoire veut pouvoir accepter l'orateur. Le manque de confiance donc d'un auditoire rend la tâche de l'orateur très difficile. Voilà pourquoi l'orateur doit s'efforcer de soigner sa personnalité. L'orateur doit être une personne de bonne aloi, une personne foncièrement morale. Son parler doit être, dans la mesure du possible, en harmonie avec sa vie. Parce que l'orateur qui s'est aliéné ses auditeurs a presque perdu son droit à leur écoute. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre cet aspect extrêmement important que nous appelons l'éthos. Aujourd'hui, nous allons considérer deux grands aspects de l'éthos. La personnalité de l'orateur d'une manière générale et l'orateur en action. Vous vous souvenez bien qu'en art oratoire, lorsque nous parlons d'action, il s'agit de la prise de parole. Quelles sont les règles que l'orateur doit respecter dans sa vie de tous les jours et quelles sont les règles dont il doit tenir compte quand il est devant un auditoire et quand il prend la parole. L'un des critères les plus importants en ce qui concerne la personnalité de l'orateur, c'est sa crédibilité et son expertise. Crédibilité, expertise. En tête de liste des facteurs qui aident un auditoire à accepter l'orateur figure la crédibilité et l'expertise. Ce sont deux mots différents, bien sûr, mais nous les mettons ensemble parce qu'ils figurent au sommet de ce que doit éprouver ou de ce que doit refléter la personnalité de l'orateur. La crédibilité de l'orateur est fonction de son honnêteté. L'auditoire doit être convaincu que l'orateur est sincère, que son discours n'est pas un tissu de mensonges, par sa façon d'être, sa sincérité, son honnêteté,
sa probité, dans la mesure du possible, doivent pouvoir être perçues par les auditeurs. Sinon, ceux-ci auront du mal à croire dans les propos de l'orateur et bien sûr, celui-ci aura du mal à persuader ses auditeurs. L'orateur doit donc être sincère. C'est quelqu'un qui est humain, bien sûr. Il commet des erreurs, mais on doit voir en lui la bonne foi. On doit être convaincu que c'est quelqu'un de bien. La crédibilité est donc l'un des facteurs et dans la personnalité de l'orateur. L'autre facteur, c'est l'expertise. L'expertise, c'est un degré élevé de compétence dans un domaine particulier. Un degré élevé de compétence dans un domaine particulier. Vous pouvez penser à différentes personnes qui ont une expertise dans des domaines bien particuliers. Par exemple, depuis avant 2010 et surtout après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, on a beaucoup entendu certains experts. L'un d'entre eux, c'est l'ingénieur Claude Prepty. On connaît ce nom. Et dès qu'on veut avoir des précisions sur les séismes, les précautions à prendre, etc., un nom vient en tête, c'est l'ingénieur Claude Prepty. Donc, c'est un expert. C'est quelqu'un qui a un grand niveau de compétence dans un domaine particulier. De même, d'autres personnes dans notre société ont des compétences diverses. Un des noms que vous avez peut-être l'habitude d'entendre parler, ou l'une des voix que vous avez l'habitude d'entendre, c'est un historien, son nom est Georges Michel. Georges Michel est une autorité dans la question de l'histoire, particulièrement l'histoire d'Haïti. Donc, voilà ce que nous entendons par expertise. En général, les auditeurs font confiance à quelqu'un qui est très bien imbu du domaine dont il parle. Quelqu'un qui a une formation dans ce domaine. Quelqu'un qui a une certaine expérience dans le domaine où il prend la parole. Excusez-moi, j'avais oublié de faire le nécessaire avec mon téléphone portable. Vous comprendrez cela. Je ne suis pas en salle de classe pour ainsi dire, donc excusez cette erreur. Mais je m'assure de l'éteindre pour que cela ne se reproduise plus. Et vous, ne commettez pas la même erreur que moi. Très bien. Donc, nous parlions de crédibilité et d'expertise. Dans le domaine du football, par exemple, quelqu'un qui a été un joueur à succès, un entraîneur à succès, est accepté comme un expert du football. Si Pelé ou Maradona ou Lionel Messi ou Pep Guardiola, l'ancien entraîneur du club de football de Barcelone, José Mourinho, etc., doivent parler de football, alors ils seront considérés comme des experts dans leur domaine. Malheureusement, l'expertise est parfois utilisée à mauvais escient. Un médecin est proposé comme autorité en économie. Un athlète célèbre se fait le défenseur d'espèces en voie de disparition. Il n'y a pas de mal à cela, parce qu'on veut que quelqu'un de bien connu puisse prêter son nom à une cause. C'est très bien. Néanmoins, ce ne sont pas des experts. Et ceux qui ne sont pas avertis acceptent les propos des non-experts. Mais ceux qui sont plus perspicaces ne se laissent pas prendre à ce jeu. Et parfois, lorsqu'on fait appel à un non-expert, ceux qui prennent le temps de réfléchir
ne se laissent pas convaincre, ils ne se laissent pas persuader, car ils se disent, mais un tel ne sait rien à tel domaine. Pourquoi devrais-je être persuadé de ce qu'il dit? S'il me parlait de telle autre chose, alors je l'accepterais. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez persuader, vous devez parler des sujets sur lesquels vous êtes un tant soit peu compétent. Il faut avoir une certaine expertise. Il faut que vous abordiez des sujets sur lesquels vous avez au moins effectué quelques recherches. Sinon, confessez votre incompétence et renoncez à prendre la parole. N'acceptez pas de prendre la parole en pareille circonstance, parce que cela ne vous aiderait peut-être pas, et cela n'aiderait peut-être pas l'auditoire qui serait devant vous. N'oublions pas, nous sommes en train de parler de l'éthos, c'est-à-dire ceux qui, dans la personnalité de l'orateur, portent l'auditoire à l'accepter, à accepter son discours, à accepter ce qu'il dit à l'auditoire. Alors là, nous avons parlé de crédibilité et ensuite d'expertise. Un autre aspect important pour la personnalité de l'orateur, c'est la courtoisie. Il est très avantageux que l'orateur soit courtois, abordable. Parce que s'il est perçu comme étant arrogant, peu abordable, s'il a la mine renfrognée, s'il est perçu comme étant distant, alors cette impression va demeurer quand il sera en chair, quand il est en train de prendre la parole en public, et quand il essaiera d'être aimable, peut-être, alors on aura du mal à le croire. Et sur le plan de la relation entre les auditeurs et l'orateur, cet aspect est extrêmement important. On ne doit pas avoir l'impression que l'orateur est distant, qu'il est peu courtois et qu'il n'est pas disposé à interagir avec l'auditoire. Donc, il doit essayer, dans la mesure du possible, d'être abordable. L'orateur que les auditeurs aiment écouter sont affables, bien disposés à l'égard des autres, et particulièrement à l'égard de ceux qui les écoutent, à l'égard de leurs récepteurs. Cette bonne disposition lui donne le droit, voire le pouvoir d'être écouté et d'être obéi. Donc, réfléchissez-y. Est-ce que dans votre prise de parole, vous essayez d'être courtois? Certains, par leur personnalité et par peut-être leur mine, qui est agréable, peuvent paraître plus courtois que d'autres. Donc, nous devons essayer de faire un effort en ce sens. La personnalité de l'orateur dans l'éthos. Donc d'abord, nous parlons de crédibilité, ensuite d'expertise, troisièmement, de courtoisie. Quoi d'autre aide à produire la persuasion dans la personnalité de l'orateur? Ceux qui ont effectué des recherches en communication nous disent que l'orateur qui réussit le mieux, c'est celui qui essaie de s'identifier à ses auditeurs. Il s'identifie à ses auditeurs dans la limite du vrai, dans les limites du possible. Il ne force pas cette identification, mais il essaie de s'identifier de manière plausible avec ses auditeurs. Qu'est-ce que nous entendons par là? Pour pouvoir s'identifier avec l'auditoire, l'orateur essaie de véhiculer un message. Quel est ce message? Il ne le dit pas ouvertement,
mais il le dit de manière voilée, à savoir, vous et moi, nous nous ressemblons. Vous et moi, nous nous ressemblons. Et l'orateur peut créer cette identification en s'y prenant de diverses manières. Par exemple, il peut faire savoir à ses auditeurs qu'eux et lui partagent des opinions communes. Il peut également affirmer qu'il commet les mêmes erreurs que ses auditeurs. Il peut établir qu'ils ont une éducation ou des origines similaires. Et un des moyens les plus forts, c'est l'utilisation du nous au lieu du vous. Et ceci est valable surtout dans le domaine de la prédication. Lorsque le prédicateur parle aux auditeurs et s'adresse à eux comme à vous, il peut se créer facilement une sorte de distance. Alors nous savons que le prédicateur ne peut pas toujours s'identifier avec les auditeurs, mais il devrait tâcher de le faire dans la mesure du possible. Sinon, il peut donner une impression d'arrogance, une impression de distance, un manque d'identification avec les auditeurs dans leur vécu. Or, cela aide. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à la puissance de l'identification, mais peut-être en avez-vous fait l'expérience. Vous vous êtes retrouvé peut-être dans un endroit où vous ne connaissiez personne. Lorsque vous avez vu au loin quelqu'un que vous avez l'habitude de voir ou que vous avez côtoyé dans le passé. Peut-être n'avez-vous jamais été de bons amis, peut-être vous étiez-vous contenté de vous saluer lorsque vous vous voyiez autrefois, mais le fait pour vous de vous retrouver seul parmi les inconnus, ayant quelque chose de commun, cela crée un lien qui est assez fort. On se sourit, on se serre la main, on est content de se voir et on apprend à se connaître un peu mieux. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de commun entre nous. Nous avons fréquenté la même école, nous venons du même pays, nous avons grandi dans le même voisinage, etc. Donc, cette identification peut jouer un rôle primordial dans la communication et particulièrement si on veut créer la persuasion chez nos auditeurs. Quelle autre qualité le bon orateur doit-il avoir pour pouvoir persuader son auditoire? Le bon orateur, c'est quelqu'un qui a du courage. Il est courageux. Il est courageux en ce sens qu'il a certaines convictions auxquelles il s'accroche et qu'il ne veut compromettre pour aucune raison. Il chérit certaines convictions, il a certaines valeurs, il ne les cache pas. L'orateur qui peut convaincre n'est pas le caméléon, celui qui change de couleur selon le contexte, celui qui peut bien mélanger ses couleurs avec la couleur ambiante. Non. Cela ne veut pas dire non plus que l'orateur, c'est un contradicteur, quelqu'un qui prend toujours le contre-pied des autres, tout simplement dans un esprit de contradiction. Mais c'est quelqu'un qui a du courage. Il respecte les opinions des autres et en même temps, il ne renie pas momentanément ses propres valeurs, ses propres croyances, même quand cela risquerait de provoquer une certaine désapprobation de la part de ses auditeurs. Et ceci est important encore pour ceux qui se préparent au ministère de la prédication,
au ministère pastoral, il faut que nous ayons du courage. Il y a quelques jours, je parlais à un ancien diplômé du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, et celui-ci me disait, comme je le savais déjà, mais ceci ne fut qu'une confirmation, que beaucoup d'anciens de l'institution, rendus dans une église, au lieu de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle devrait être prêchée, et telle que ceux-ci savent que cette parole devrait être prêchée, bien, ils préfèrent prêcher pour faire plaisir au groupe devant lequel ils sont placés. Ils font la promotion de doctrines qui ne sont pas bibliques. Ils utilisent une approche qui est contraire à ce qu'ils avaient appris, et ils savent que cela n'est pas correct. Mais il leur manque de caractère, il leur manque de courage. Ils ne veulent pas faire face à la désapprobation. Mais savez-vous ce qui arrive à long terme? C'est que celui qui commence par gagner l'approbation des autres, tout simplement pour leur faire plaisir, finit par perdre leur respect. Car ceux-ci voient en lui une sorte de marionnette qu'ils peuvent manipuler, et eux également perçoivent la réalité. Ils savent que l'orateur n'est pas vraiment d'accord avec eux, mais qu'il prétend être d'accord avec eux. Donc, soyez courageux dans la prise de parole, soyez courageux dans vos prises de position. Cela est très important pour créer la persuasion. Car lorsque vous prendrez position pour quelque chose, on saura que c'est une prise de position sincère. Et lorsque vous acceptez également quelque chose, on saura que c'est un désaccord sincère, que ce n'est pas tout simplement pour avoir l'approbation des autres, ou bien pour ne pas avoir à nager à contre-courant. Le courage. Identifions un autre élément nécessaire dans la prise de parole qui aide à la persuasion. Aucun de ces éléments n'est à négliger. Et ici, le dernier que je mentionne en ce sens, c'est le dynamisme. Le dynamisme. L'orateur efficace est dynamique. Qu'est-ce que nous entendons par dynamisme? Eh bien, nous voulons dire que l'orateur a un désir brûlant de faire passer son message. Et ce désir brûlant de faire passer son message se voit à travers sa voix, sa gestuelle, ses regards, qui prouvent sa détermination. Ce dynamisme ne doit pas être quelque chose qui est une façade, mais ce dynamisme doit sortir à l'intérieur de l'orateur. Il doit être comme un volcan. Le volcan entre en éruption et ensuite on voit la cendre, la fumée, et la lave et le feu. Donc on ne peut pas produire le feu, la lave et les autres phénomènes sans qu'il y ait un feu qui dévore. De même, l'orateur efficace essaie par sa posture, par son enthousiasme, de communiquer silencieusement le message suivant. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Il faut à tout prix que vous m'accordiez votre attention. Donc, il fait les gestes qu'il faut, sa voix varie, son regard est animé. Il veut être écouté. Il a un message à faire passer, donc il n'est pas impassible. Il n'est pas amorphe, il n'est pas terne. Donc il doit être dynamique. Et seul
une grande crédibilité, une grande honnêteté pourrait suppléer à un certain manque de dynamisme. Et ceci, je dirais, en présence d'un auditoire favorable. Je me rappelle personnellement avoir écouté un ex-médecin missionnaire septuagénaire prendre la parole. Sa voix était monotone et il y avait une certaine inertie dans sa présentation. Cependant, le témoignage qu'on avait rendu à son expertise, à sa crédibilité, à sa vie en tant que personne, pesa lourd dans l'impact total de son discours. Donc l'impact fut fait quand même, en dépit de cette carence en dynamisme causée par la personnalité, par l'âge, etc. Cependant, ceux qui réussissent de la sorte le font en dépit de la carence de dynamisme, pas grâce à leur carence en dynamisme. Donc, les orateurs, d'une manière générale, doivent essayer d'être dynamiques. Cela est important, sinon les auditeurs vont s'ennuyer, ils vont s'endormir, ils vont envoyer des messages à travers leur téléphone cellulaire, leur esprit va vagabonder. Voilà pourquoi le dynamisme est important. Donc, nous n'avons pas mentionné le dynamisme comme étant l'un des principes de l'orateur en action, parce que, comme nous vous l'avons dit, ce dynamisme doit venir de l'intérieur. C'est quelque chose que l'orateur doit s'efforcer de travailler et qui doit finir par lui être naturel. Et il doit être bien disposé à faire passer son engouement pour ce qu'il a à dire. Et si quelqu'un n'a pas un engouement pour faire passer un message, alors ceux qui l'écoutent auront de la peine à se laisser persuader. Ils se demanderont si c'est vrai ce que l'orateur leur dit et si lui croit à ce qu'il leur demande de faire. Donc le dynamisme ajoute cet élément nécessaire à la persuasion. Donc voilà, en ce qui concerne ce que nous disons pour l'orateur, sa personnalité, comment il devrait être en tant que personne. Nous n'avons pas tout dit, bien sûr, mais là, nous croyons avoir abordé des points qui sont assez importants. Essayons brièvement de rappeler les points que nous avons mentionnés. D'abord, la crédibilité. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Pas tout simplement parce qu'il essaie d'inspirer confiance ou bien parce qu'il est tellement rusé qu'il arrive à inspirer confiance aux autres, mais parce que c'est quelqu'un qui est véritablement crédible, véritablement honnête. Ça vient de lui-même. Ensuite, l'expertise. L'expertise qui est un haut niveau de compétence dans un domaine particulier. Permettez que je vous raconte une petite anecdote en ce qui concerne l'importance de l'expertise. Un professeur de psychologie faisait une petite expérience avec ses étudiants à l'université en première année. Presque chaque année, il le faisait. En quoi consistait cette expérience? Il disait aux étudiants, voici, nous avons un professeur du département de la chimie qui veut faire une petite expérience. Et le jour venu, le professeur venait et commençait avec son expérience. Voici ce qu'il disait en essence aux étudiants. Nous voulons vérifier, et il le disait avec un accent allemand très fort, parce que les Allemands sont connus pour être des experts dans le domaine de la recherche,
scientifiques. Avec un accent allemand très fort, il leur disait « Nous voulons calculer la vitesse à laquelle le gaz qui se trouve dans le récipient que j'ai en main va se répandre dans la salle. Donc, après que j'aurai enlevé le couvercle du récipient, le gaz va commencer à se répandre. Alors, à partir du moment où vous respirez l'odeur de ce gaz, vous les étudiants, je vous demande de lever la main et cela sera un signe que vous avez respiré ce gaz et cela nous permettra de mesurer la vitesse à laquelle ce gaz se répand dans l'air. Et le professeur, chercheur, ouvrait le récipient. Et peu à peu, les mains se levaient, les mains de la première rangée jusqu'à l'arrière. Et après, le professeur fermait son récipient, remerciait les étudiants et s'en allait. Alors le professeur de psychologie générale expliquait aux étudiants et leur disait, vous savez, il n'y avait absolument aucun gaz dans ce récipient-là. Et le professeur qui est venu, ce n'est pas un chimiste, c'est tout simplement un professeur qui enseigne les langues, qui enseigne l'allemand. Mais ce n'est pas un véritable chercheur. Alors, quel est le sens de cette expérience? C'est de montrer que lorsqu'il y a expertise, lorsqu'on croit dans les capacités de quelqu'un, alors il est aisé de se laisser persuader. Donc, il ne faut pas négliger l'expertise, la crédibilité. Nous avons également parlé de courtoisie, de la nécessité de s'identifier avec l'auditoire, dans les limites du vrai et du possible, en utilisant le nous plutôt que le vous, et en faisant passer un message, à savoir vous et moi, nous nous ressemblons un peu, nous sommes allés à la même école, nous avons été élevés dans le même voisinage, etc. L'orateur doit également être courageux, prendre position et défendre ses points de vue lorsque cela est nécessaire, et ne pas se contenter d'accepter l'opinion des autres, l'opinion majoritaire. Et enfin, le dynamisme, à savoir ce désir brûlant de faire passer le message et les gestes, la gestuelle, la voix, les variations de la voix qui en résultent. Maintenant, en ce qui concerne l'éthos, parlons d'un autre aspect. Ce sont les principes que doit observer l'orateur en action. Par action, vous vous en souvenez, les Romains de l'Antiquité entendaient la prononciation effective du discours. Comment donc doit se comporter l'orateur à ce moment crucial? Ceci n'est pas à négliger, parce que projetés au-devant de la scène, les orateurs exercent une influence qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ils deviennent ipso facto des directeurs d'opinion et ils sont circonscrits par des règles dictées par la morale. En plus de leur comportement responsable caractéristique, les orateurs, au moment de la prise de parole, sont astreints à peser leurs gestes, à peser leurs paroles. Donc, comme nous le disons, lorsque quelqu'un est mis devant un auditoire, il a un certain pouvoir. Il exerce ipso facto une certaine influence. Il doit donc être conscient de cela et ne pas commettre des erreurs regrettables au moment de la prise de parole. Donc cela concerne encore, je dirais, l'éthos. Quelles sont certaines règles à observer
en ce sens. D'abord, nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait ce que je pourrais appeler des incitations pernicieuses. L'orateur ne doit pas porter l'auditoire à la panique, il ne doit pas porter l'auditoire au vandalisme. Panique, c'est-à-dire la peur. Imaginez, par exemple, la bousculade qui s'ensuivrait si quelqu'un, dans une foule, et encore plus un orateur, criait pour plaisanter « Au feu !» De même, certains discours enflammés, des paroles irréfléchies peuvent causer de véritables soulèvements. La psychologie de foule nous apprend que sous l'influence d'un groupe surexcité, des individus paisibles peuvent se laisser aller à des comportements tout bonnement impensables. Donc voilà pourquoi l'orateur doit mesurer ses paroles. Il ne doit pas essayer d'inciter l'auditoire à la peur, à une peur soudaine, immédiate, ou encore au vandalisme. Le vandalisme, c'est-à-dire les actes de ceux qui portent atteinte à la propriété d'autrui, qui endommagent la propriété d'autrui pour leur bon plaisir. Donc, faites attention à cela. Nous avons vu par le passé des hommes politiques, des hommes d'État et des personnes importantes faire des déclarations qui ont incité à la panique, qui ont incité au vandalisme. En tant qu'orateurs chrétiens, nous ne devons pas avoir un tel comportement. Un autre comportement à éviter en tant qu'orateur, ce sont les exagérations et la formulation de semi-vérité. Pas d'exagération, pas de demi-vérité. L'orateur ne doit pas mentir. Bien sûr, vous le savez, ceci nous est imposé par la morale chrétienne. Et d'autre part, nous avons déjà dit que l'orateur doit être quelqu'un de sincère. Il doit avoir de la crédibilité. Donc, il ne doit pas mentir. Il ne doit pas non plus exagérer les faits. L'exagération des faits est une forme de mensonge. Il ne doit pas non plus cacher une partie de la vérité à son propre avantage. Parfois, ne pas dire toute la vérité équivaut à un mensonge. Parce que lorsqu'on cache, lorsqu'on occulte une partie de la vérité, on ne peut pas savoir toute la vérité. Et toute la vérité, lorsqu'on est conscient de tous les éléments qu'il faut prendre en compte, est beaucoup plus facile à juger. Mais lorsqu'on occulte une partie de la vérité, cela équivaut pratiquement à un mensonge. L'orateur doit donc dire la vérité. Rien que la vérité. Il n'est pas obligé de dire toute la vérité, parce que, comme le dit le proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Néanmoins, il ne doit dire rien que la vérité. Il ne doit pas mentir, il ne doit pas exagérer les faits, il ne doit pas cacher une partie de la vérité parce que c'est à son avantage. L'exagération, la dissimulation, comme je l'ai déjà dit, sont des formes de mensonge. Comment cela peut-il se produire dans la prise de parole? Facilement. On peut varier les pourcentages. On peut, comme nous le disons, mettre du sel à un récit, c'est-à-dire ajouter des détails qui ne sont pas véritablement là, qui n'étaient pas là, qui ne font pas partie du récit.
pour pouvoir amuser l'auditoire ou bien pour pouvoir épater l'auditoire. On peut chercher à se présenter sous un jour trop favorable. Donc, il faut tâcher de résister à chacune et à toutes ces tentations. De même, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas cacher une partie de la vérité. Imaginez que vous êtes en train de faire un jeu de patience, un puzzle. Un puzzle est composé de, dépendant du cas, de beaucoup de pièces, des dizaines, des centaines, voire des milliers. Et si on cache ou si on ne trouve pas certaines pièces du puzzle, on ne va pas pouvoir savoir ce qu'est supposé représenter ce puzzle. Il faut que toutes les pièces, ou que la plupart soient à leur place, ou au moins que les pièces clés soient à leur place pour que nous ayons une idée correcte du puzzle dans son intégralité. Prenons un exemple. Un conducteur se plaint d'avoir été agressé par un autre. C'est vrai, j'ai heurté son véhicule et il m'a agressé. D'accord? Mais celui qui accuse l'autre de l'avoir agressé ne mentionne pas que lui-même, il avait d'abord violemment menacé son agresseur. C'est une partie de la vérité qui a été dite. Toute la vérité n'a pas été dite. Et l'agression, dans son contexte, n'est pas totalement expliquée sans que nous ayons cette information. Vous voyez, une partie de la vérité a été cachée parce que c'était à l'avantage de quelqu'un. C'est contraire à l'éthique. Il ne faut pas le faire. Que disons-nous donc? Il ne faut pas qu'il y ait d'incitation pernicieuse à la panique, à la violence, au vandalisme, etc. Il ne faut pas mentir par des exagérations, par des semi-vérités. Et il faut également s'abstenir d'obscénité. Ce qui est obscène, les paroles grivoises, les paroles sales, les gros mots, etc., doivent être complètement bannis de la langue de l'orateur responsable. Il épargne ses auditeurs de paroles choquantes, même s'il doit rapporter littéralement les propos de tierces personnes. Vous vous rendez compte que de nos jours, il y a pas mal de personnes qui utilisent un langage vulgaire, même du haut de la chair, un langage trivial, mais cela est totalement contraire à l'esprit de la Bible et à l'esprit de l'éthique. Nous devons faire de notre mieux pour épargner l'ouïe, l'oreille de l'auditeur, parce qu'il n'a pas besoin d'être édifié dans le mal. Il a besoin de connaître la vérité et on peut passer sous silence ce qui n'est pas utile. Comme le dit la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà donc, chers amis, ce que nous avions à dire au sujet de l'éthos de l'orateur. Comment il doit être avant de prendre la parole dans la vie de tous les jours et comment il doit se comporter lorsqu'il est par devant un auditoire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser à mon adresse email mpierrepierre@hotmail.com ou encore mpierrepierre@stephaiti.net. Je vous remercie de votre écoute et vous allez dans quelques instants recevoir
des instructions additionnelles pour que vous sachiez ce que vous devrez faire pendant le reste de l'heure. Merci, au revoir et à la semaine prochaine, je l'espère.